Bonjour et bienvenue dans Les Secrets de la Science, une émission qui met en lumière les résultats de recherches menées par nos chercheurs africains pour le bien-être des populations. Cette émission est composée de deux parties. La première partie aborde le travail scientifique du chercheur qui va nous parler des résultats de ses recherches sans tabou. Et la seconde partie est consacrée à des questions scientifiques liées au développement ou d'ordre général. Dans ce numéro, nous abordons un sujet qui touche la culture du riz, une maladie appelée flétrissement bactérien du riz. Le riz, ou encore Oryza sativa, est l'une des céréales les plus cultivées au Mali. La production de riz dans le pays est passée d'1 million à 3 millions de tonnes entre 2010 et 2019, mais cette belle avancée est menacée par des maladies redoutables. Parmi elles, le flétrissement bactérien du riz qui cause de graves dégâts dans les champs. Quand cette maladie attaque les feuilles du riz, jaunissent et finissent par mourir en détruisant le travail acharné de nos agriculteurs et mettant en péril leur sécurité alimentaire. Bien que des méthodes comme la rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes soient plus ou moins recommandées, le flétrissement bactérien sait se faufiler et causer des ravages. Mais il y a de l'espoir. Le professeur Cheikh Tekinde, le professeur Cheikh Tekete a récemment découvert un gène qui pourrait bien changer la donne. Comment ce gène peut-il être utilisé pour développer d'autres ou pour être transféré à d'autres variétés de riz et aider les agriculteurs maliens à produire plus? Malgré les défis posés par cette maladie, comment a-t-il procédé pour parvenir à ce résultat et qui a financé cette étude? Voici entre autres des questions auxquelles va répondre notre invité après ceci. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Boli. Comment ça va? Tout va bien, par la grâce d'Allah. J'espère que vous êtes prêt à partager avec nous les résultats de vos recherches sans rien nous cacher. C'est la raison fondamentale pour laquelle d'ailleurs nous sommes là ce matin. Je pense que la recherche est faite également pour être diffusée. Les résultats doivent être diffusés afin qu'ils puissent être connus par le grand public, surtout le public professionnel. Alors, professeur, on parle du flétrissement bactérien du riz. Avant même de parler de vos résultats de recherche, parlez-nous un peu de cette maladie. C'est quoi le flétrissement bactérien du riz? Le flétrissement bactérien du riz, en fait, c'est une maladie très grave du riz qui est causée par les phytopathogènes du type Xanthomonas oryzae. Ces phytopathogènes, causent la maladie via l'utilisation des protéines de virulence telles que les TAL, les effecteurs TAL. En général, une fois en contact avec la plante, la bactérie pourrait passer à l'intérieur de la plante via soit les hydatodes ou bien des blessures. Une fois à l'intérieur de la plante, la bactérie va donc se localiser dans les vaisseaux conducteurs des feuilles du riz. Et à partir de ces vaisseaux conducteurs, la bactérie serait capable donc d'utiliser une sorte de microseringue moléculaire, notamment le système de sécréteurs du type 3. Donc ils vont utiliser cette sorte de microseringue moléculaire pour transloquer à l'intérieur du cytoplasme de la cellule hôte la protéine de virulence. Et la protéine, une fois transloquée à l'intérieur du cytoplasme, est codée pour reconnaître le noyau. Et une fois que la protéine passe à l'intérieur du noyau, la protéine va se fixer sur l'EBE, donc un site de fixation correspondante sur un gène dit cible, le gène cible correspondant. En réalité, sur les plus de 37 000 gènes de la plante hôte, notamment le riz, la protéine est capable de reconnaître un ou deux gènes seulement sur les 37 000 gènes. Et
il est codé pour reconnaître ce gène-là. Et une fois le gène reconnu, il va se fixer sur l'EBE du promoteur de ce gène. Une fois fixé sur cet EBE-là, il va induire l'expression du gène dit cible. Et en induisant l'expression de ces gènes-là, au lieu que le gène cible s'exprime comme cela se devrait au profit de la plante, le gène va s'exprimer finalement pour la bactérie qui a transloqué la protéine de virulence à l'intérieur du cytoplasme de la cellule hôte. Et finalement, le gène s'exprimant pour la bactérie, c'est finalement la bactérie qui va s'accroître, se développer, se multiplier de façon exponentielle pour finalement couvrir presque une très grande partie des vaisseaux conducteurs de la plante. Et quand les vaisseaux sont bouchés, finalement, les sèves qui devront passer via ces vaisseaux-là auront de la difficulté à bien circuler. D'où nous allons observer des symptômes de la maladie sur la plante. D'accord, professeur. En termes très simples, parce que vous avez utilisé des thèmes techniques. Nous, en tant que journalistes scientifiques, on n'est pas vraiment des scientifiques. On veut quand même que vous nous expliquiez en termes très simples voilà, le flétrissement bactérien du riz pour que la grande-mère qui est, j'aime le dire très souvent, la grande-mère qui est quelque part au village, le grand-père qui est quelque part dans son champ, puisse comprendre, quand il comprend le français, la base, qu'il comprenne en fait de façon très simple, c'est quoi le flétrissement Très simple, le flétrissement c'est une maladie très grave causée par les phytopathogènes qu'on a appelés les Entomonas oryzae. Et donc du coup c'est une maladie, c'est l'une des premières maladies les plus connues du riz dans le monde. Non seulement dans le monde mais également au Mali. Et les pathogènes responsables de cette maladie ont été découverts au Mali, voire isolés au Mali dans les années 79. Et c'est seulement en 2010 que nous avions commencé à travailler sur ces pathogènes qui sont responsables de la maladie. Et la pathogène qui était presque inconnue sur le terrain, nous avons non seulement dans nos laboratoires ici arrivé à isoler ces pathogènes, mais nous avions également caractérisé la population de ces pathogènes-là. Donc, d'une seule race en 2010, voire en 1979, la race A3. En 2010, les collectes qu'on a eu à faire entre 2010 et 2020, quand on a caractérisé ces isolats-là, nous avions trouvé que le pathogène a évolué en 7 races. Quand vous dites caractériser, ça veut dire quoi? Caractériser, il s'agit de décrire la diversité même, la structure, la structuration du pathogène. Le pathogène est composé de combien de races? J'appelle la race l'ensemble des bactéries, voire des isolats, qui auraient le même profil de virulence sur un ensemble de gènes connus. Alors, professeur Woubé, pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur le flétrissement du riz, bactérien du riz, alors qu'il existe de nombreuses autres maladies qui affectent également cette culture, comme par exemple la cécidomie africaine du riz, n'est-ce pas parce que la recherche sur cette maladie est perçue comme plus accessible? C'est vrai, c'est parce que c'est une question d'opportunité également, parce que en 2010, quand personnellement j'ai été recruté au sein de l'enseignement supérieur, ici nous avions été en contact avec Valérie Verdier, l'actuelle PDG de l'IRD, Institut de recherche et développement de Montpellier. Donc c'est elle qui a introduit cette notion de recherche sur les interactions entre le riz et puis les Entomonas oryzae. Donc du coup, je peux dire que c'est une opportunité puisqu'on a été en contact avec elle, mais c'est également le fait que ces pathogènes constituent les plus importants en termes de pertes causées sur le riz et en termes de dégâts tout simplement observés sur nos productions rizicoles. D'ailleurs, sur le terrain, chaque fois qu'on a été sur le terrain dans la zone ophidingère, Baguineda et Sélingué, quand on montre aux paysans, quand on prouve aux paysans que effectivement ces symptômes qu'on observe sur le riz constituent des maladies qui causent des pertes de production, voire de productivité sur le riz, les
paysans ont toujours demandé, mais quelle solution contre ces maladies-là. Pour laquelle il fallait, comment dirais-je, adopter, voire orienter nos travaux de recherche vers la recherche de solutions contre ces pathogènes. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous partez sur le terrain pour pouvoir parler aux paysans et que vous leur montrez les gènes de la maladie, les paysans sont toujours enthousiastes à dire qu'ils veulent des solutions. Mais est-ce que les paysans eux-mêmes ne savaient pas que ce problème existait dans leur champ? En fait, c'est pas qu'on montre les gènes. On montre aux paysans les symptômes qui sont causés par la maladie. C'est vrai que derrière ces symptômes-là, c'est la présence des pathogènes à l'intérieur des plants qui entraîne la bioexpression de ces symptômes-là. Donc du coup, en général, les paysans, des fois, ne sont même pas conscients que c'est effectivement une maladie. Donc il faut les expliquer. Et en général, la solution la meilleure pour contrôler ces maladies-là, c'est tout simplement la résistance variétale. Sinon, c'est peine perdue d'utiliser des pesticides chimiques et autres contre des maladies comme le flétrissement bactérien. Je m'apprête à poser cette question parce que si les paysans voyaient ou voient ce problème dans le champ, avant même qu'il y ait en fait une intervention scientifique des chercheurs, etc., et les paysans ont eux-mêmes leurs propres méthodes. Quelles sont ces méthodes que les paysans utilisaient auparavant? Vous avez parlé de l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'à côté de ça, il y a d'autres méthodes que les paysans avaient développées eux-mêmes à leur niveau? Quand je dis développer à eux-mêmes à leur niveau vis-à-vis, en fait c'est les méthodes culturelles, en réalité c'est les services de vulgarisation qui ont toujours fait la promotion de différentes techniques culturelles et les paysans qui ont l'habitude de travailler avec les services de vulgarisation en général maîtrisent ces quelques techniques, notamment surtout le choix de la variété. En général, un paysan ne doit pas s'aimer de lui-même une variété comme ça dans son champ sans l'aval des services de vulgarisation. Et la vulgarisation également s'appuie toujours sur les produits finis de la recherche dans nos laboratoires, dans les structures de recherche également comme l'IR. Donc ce sont ces résultats qui sont, comment dirais-je, envoyés aux vulgarisateurs et les vulgarisateurs également essayent de mettre l'information à la disposition des paysans. Donc du coup, pour lutter contre cette maladie sur le terrain, de prime abord, il faudrait utiliser des variétés qui résistent à ces maladies-là. Et au-delà de l'utilisation des variétés, il faudrait utiliser des pratiques culturelles qui ne favorisent pas l'expansion de cette maladie. Alors, vous avez commencé à mener des recherches depuis quelle année exactement sur cette maladie? Depuis 2010. En 2010, ce qu'on a fait, c'était d'abord de sillonner les différents grands centres de riziculture au Mali, notamment à Baguineda, ici, juste à côté de Bamako, mais également à Sélingué et dans la zone Oufini-Niger. Nous sommes également allés à Kita pour observer de visu les symptômes, la présence d'abord des symptômes dans les parcelles de production, et avant de collecter des échantillons des feuilles de riz portant ces symptômes-là. Et une fois que les symptômes sont collectés, les différentes feuilles sont étiquetées et conduites au laboratoire ici pour isoler finalement le pathogène sur un milieu de culture qu'on a appelé le PSA pour potato dextrose agar. Et quand le pathogène est identifié, voire isolé sur le milieu de culture, ça c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de pathogènes qui peuvent se ressembler, surtout à les colonies de XO et les colonies de XO. XO pour Xanthomonas oryzae et XOC pour Xanthomonas oryzae oryzaecola. Donc, ça, ce sont les différents types de virus. Deux pathovars de la même espèce de Xanthomonas oryzae. Les pathovars XO pour Xanthomonas oryzae et Patovar XOC pour Xanthomonas oryzaecola. Ce que vous êtes en train de citer, ce sont des bactéries, c'est ça? Des bactéries qu'on va isoler sur un milieu de culture. Et là, c'est très difficile de les différencier sur un milieu de culture. Raison pour laquelle nous utilisons également des approches moléculaires, voire une technique moléculaire qu'on a appelée la PCR, pour finalement utiliser des marqueurs moléculaires spécifiques à ces bactéries-là. Et ce sont ces marqueurs qui arrivent à identifier lequel
voir laquelle des colonies est de XOO ou de XOC. Et quand vous faites ça, vraiment tout ça c'est ce que vous cherchez. Ok. Pour identifier déjà le patovar des Entomonas oryzés. Oui, mais c'est ce que vous cherchez, vous appelez la méthodologie de recherche. Exactement, ça fait partie de la méthodologie de recherche. Une fois donc la bactérie isolée et identifiée, la bactérie est conservée à moins 80 degrés pour pouvoir travailler là-dessus quand on veut. Et on a également, comment dirais-je, extrait l'ADN de ces bactéries-là. Une fois l'ADN extrait, on peut utiliser différents tests de diversité génétique. Par exemple, la première étude de diversité génétique qu'on a effectuée sur ces molécules d'ADN-là, c'est, comment dirais-je, la technologie VNTR, notamment utiliser les marqueurs VNTR pour voir, pour étudier la diversité génétique de cette collection des Entomonas oryzés et des Entomonas oryzés qu'on aurait isolés dans les périmètres rizicoles du Mali. Et donc, ces marqueurs d'ailleurs ont révélé que la population malienne des Entomonas oryzés était tellement diverse que ces marqueurs ont pu séparer les isolats de 79 des isolats de 2010, 2014, voire 2020. Donc, les isolats ont évolué dans le temps. Et en fonction de la période de collecte, les marqueurs ont pu identifier les isolats. Et au-delà de l'évolution dans le temps, les isolats qui ont été, en fait, les bactéries qui ont été isolées des parcelles de l'Ophioníger ont été différenciées des bactéries qui ont été identifiées, voire isolées des parcelles de la zone Ophioníger. Donc, après cette diversité génétique, nous nous sommes dit qu'il fallait répondre à la question des paysans, voire au problème, à la demande des paysans, notamment quelles solutions vis-à-vis de ces maladies-là. Et c'est pour répondre aux problèmes posés par les paysans, notamment quelles sources de résistance contre les isolats, nous avions commencé à étudier la diversité pathotypique, voire la pathogénicité de ces isolats. Ça veut dire quoi, la pathogénicité? Il s'agit là de caractériser la virulence des isolats. Quand vous parlez, qui ont été isolés là et qui sont responsables de la maladie sur le terrain. Quelle est la diversité de leur potentiel de virulence? C'est-à-dire, nous avions prouvé d'abord que ces isolats sont virulents sur une variété sensible témoin qu'on a appelée pour les XOO, c'est Azucena. Pour les XOC, quoi? Azucena, c'est une variété sensible témoin. Pour le moment, tous les isolats collectés, non seulement en Asie, mais également en Afrique, sont virulents sur cette variété. Au Mali, on appelle ça comment? Azucena. Le nom, c'est le nom d'une variété. Les Maliens, les agriculteurs. Pas de nom local. C'est une variété qu'on a reçue de l'IRD, mais qui est également utilisée par l'IRI, la plus grande organisation mondiale qui travaille aujourd'hui sur le riz. Donc nous travaillons sur la même variété. Et quand vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous avez découvert exactement? Nous avions trouvé qu'effectivement, tous les pathogènes qu'on a, comment dirais-je, isolés dans nos parcelles de riz, sont virulentes sur cette variété. Et quand on a comment dirais-je, mis en évidence cette virulence-là, nous avons également testé la virulence de ces pathogènes sur, comment dirais-je, les gènes déjà identifiés en Asie. Puisque en 2010, quand nous on commençait à travailler sur la dite maladie, aucun gène de résistance n'était connu en Afrique ici. Donc il y avait à peu près 44 gènes déjà connus en Asie. Donc nous avons demandé aux Asiatiques de nous envoyer... Vous avez dit depuis 1979 la maladie... Non, en fait, c'était des chercheurs de l'IRD qui avaient fait les premiers isolements. Mais en réalité, la taille n'était pas aussi importante. D'ailleurs, le papier qui a décrit la race de ces isolats est sorti seulement en 2010. Donc du coup, pour aller vite, il fallait vérifier le potentiel de résistance des gènes déjà identifiés, voire même déployés en Asie contre la maladie. Il fallait voir est-ce que ces gènes étaient capables de contrôler les isolats du Mali et de l'Afrique en général. Mais malheureusement, après caractérisation, nous nous sommes rendus compte qu'aucun de ces gènes identifiés et déployés en Asie ne contrôlait effectivement l'ensemble des isolats de notre collection.
Est-ce que c'est pas le fait, parce qu'on sait que la plupart des variétés de riz, ça c'est ce que j'ai appris, vous pouvez le confirmer peut-être ou l'infirmer, mais la plupart des variétés de riz ont leur souche d'abord en Asie et c'est développé en Afrique ici. Est-ce que le fait de récupérer des variétés dans d'autres pays et venir les développer ici n'a pas peut-être amplifié la virulence de cette maladie-là ou de cette bactérie-là ici, la raison pour laquelle vous n'avez pas peut-être trouvé son équivalence en termes de solutions en Asie? Je sais pas. En réalité, quand tu dis la plupart des variétés, ça dépend de quel type de variété. D'accord. Il s'agit des variétés cultivées dans les périmètres irrigués avec maîtrise totale de l'eau, comme les aménagements de Sélénié, Ophir et Baguineda. C'est vrai, en général, c'est des indicats. Et quand même c'est des indicats, en réalité, nos chercheurs ont certes importé des parents indicats de l'Asie, mais les variétés qui sont majoritairement cultivées dans ces périmètres irrigués sont issues des programmes de sélection et d'amélioration variétale de l'IR. Donc, c'est des chercheurs du Mali qui ont créé ces variétés à partir des parents asiatiques. Également, il faudrait dire que le Mali, l'Afrique, a son propre riz, le riz africain qu'on a appelé le riz Glabérima, est d'ailleurs originaire du Mali. Dans le delta intérieur du Niger, là, le riz Glabérima, c'est ce qui est utilisé en combinaison avec le riz indica. Ils ont créé les variétés de riz Nereka, que vous entendez très souvent, dont l'initiative riz sous ATT avait été initiée pour faire la promotion. D'accord. Maintenant, pour revenir à notre sujet, pour comprendre le fait que les souches asiatiques et les souches africaines, il y a une différence énorme du point de vue moléculaire sur ces souches en réalité. Par exemple, les protéines de virulence que je te décrivais au tout début, pour être source même de la maladie, qui sont utilisées pour coloniser la plante, dans les isolats du Mali, il y a à peu près 9 différentes protéines qu'on a appelées différentes tales. Il y a 9 tales qui sont localisés dans les génomes des isolats du Mali et d'Afrique en général. Par contre, les mêmes pathovars en Asie disposent jusqu'à 16 effecteurs TAL. Et ça, c'était la première fois qu'on découvre ça? Ouais, en Afrique, effectivement, ce sont nos travaux qui ont révélé qu'effectivement, les isolats sont porteurs de 9 effecteurs TAL. Par contre, en Asie, ils avaient déjà, rapporté le fait que les effecteurs TAL étaient au nombre de 16, comme pour parler de la différence évolutive entre les deux types entre les pathovars de différentes zones régionales. En effet, on peut dire qu'il y a eu une pression de sélection assez forte sur les isolats de l'Asie par rapport à nos isolats ici, puisque l'Asie a commencé l'intensification de la riziculture avant nous, de plusieurs décennies. D'accord ? Oui. Donc, en réalité, ces souches étant différentes, normalement, les gènes qui ont été identifiés contre les souches asiatiques, c'est normal que ces gènes ne soient pas suffisamment efficaces contre les souches africaines. Par conséquent, il fallait donc trouver les voies et moyens pour identifier nous-mêmes les gènes de résistance qui contrôlaient efficacement les isolats du Mali. Et sachant que les gènes asiatiques n'ont pas contrôlé nos isolats, nous avons finalement fait le criblage d'une trentaine de variétés déjà cultivées dans notre environnement, au Mali ici. Ça veut dire quoi, le criblage des variétés? Le criblage, il s'agissait de tester l'efficacité des variétés cultivées contre les isolats qu'on a, voire les bactéries qu'on a isolées du riz au Mali. Et effectivement, sur les trentaines de variétés qu'on a screenées, nous avions trouvé que la variété SK2028 et son parent de sélection, notamment Giganté et Coconi 91.1, donc la variété SK2028 et son parent Giganté étaient très très efficaces contre l'ensemble des isolats de la collection malienne de XOO et de XOC. Les deux pathovars réunis. Donc, finalement, il fallait, caractériser la résistance, voire identifier le gène
qui sous-tendait ou qui gouvernait le caractère de résistance de cette variété. Et normalement, on devrait quand même, de façon classique, on devrait prendre la variété résistante et la croiser avec une variété connue sensible pour créer une population et finalement faire le criblage de cette population et séquencer le génome également de la population créée à partir de la sélection entre SK2028 et la variété sensible. Mais puisque ça nous revenait très très cher, ça fait des centaines de millions pour de telles études, et la recherche également, c'est une question d'originalité. Il fallait trouver d'autres voies et moyens qui nous coûtent moins cher et qui soient originales. Raison pour laquelle nous avions, comment dirais-je, d'abord demandé à l'IRI de nous envoyer une population de riz magique qui a été créée à partir de 8 parents indica. Et malheureusement, quand on a testé cette population de riz magique, nous avions trouvé à peu près 11 QTL de résistance contre nos populations, mais aucun des QTL ne contrôlait efficacement QTL, c'est quoi? QTL pour quantitative trait locus. C'est-à-dire que c'est la région, voire la région génomique qui serait porteur de sources de résistance contre les isolats, donc pour contrôler nos isolats. Et malheureusement, aucun des QTL n'a contrôlé nos isolats. Et effectivement, nous avions finalement demandé auprès de l'IRI de nous envoyer, comment dirais-je, l'IRI avait déjà, comment dirais-je, faire une collection de 3000 génomes, de 3000 accessions, qu'il avait séquencé le génome avec ses partenaires. Et ces accessions également venaient de 89 pays. Nous avions tout simplement fait la sélection d'un panel. 89 pays africains, y compris africains. Du monde entier. Et sur les 5 continents. La collection de 3000 génomes venait des 89 pays des 5 continents en réalité. Donc, pour aller vite, nous avions donc sélectionné un panel de 258 accessions de riz en fonction de leur origine géographique. Et quand on a testé ce panel de variétés de riz, nous avions trouvé, comment dirais-je, un QTL de résistance très efficace contre l'ensemble des isolats de la collection malienne de Xanthomonas oryzé. Et de ce QTL, les analyses bioinformatiques nous ont permis d'identifier au moins 5 gènes de résistance localisés sur le chromosome 4 du riz. Et parmi ces 5, il y avait un gène déjà identifié en Asie, mais il y a une différence entre le gène tel que identifié en Asie et le gène tel que nous on a découvert contre nos isolats. C'est dit tout simplement que ce gène a 2 caractéristiques essentielles, notamment ISA1. Sur son promoteur, il y a une délétion de C dans l'EBE de tal E. Et son extrémité 3' également est suffisamment couvert pour contrôler l'ensemble des isolats de la collection malienne. Ce sont ces 2 caractéristiques qu'on a découvertes sur le gène ici, qui auraient renforcé le spectre de résistance du gène contre les isolats du Mali. C'est que le gène tel que identifié en Asie ne porterait pas. Donc, ce gène ne contrôle que 4 races sur 7 au Mali. Professeur, vous avez découvert ce gène. Ce gène, vous l'avez appelé comment? Au fait, il y a déjà des annotations sur... en fait, le génome du riz est déjà annoté. Sur les 5 gènes, le principal que je viens de te dire, c'est un gène qui avait, comme je te le disais, c'est un gène qui avait déjà été identifié en Asie, mais avec 2 caractéristiques de plus. Donc nous, on ne peut pas dire que c'est un nouveau gène, mais c'est un nouveau allèle de résistance de ce gène, une nouvelle forme de ces gènes que nous avions découvert. Et ce allèle-là est assez efficace contre les isolats de la collection malienne. Vous avez... Et effectivement, pour, comment dirais-je, aller vite, nous avions séquencé la variété du riz là, SK2028, découvert au Mali, et qui était résistant à nos pathogènes. Nous avions séquencé le génome de cette variété et les 2 génomes de ces 2 parents.
Et quand nous avons fait le mapping, c'est-à-dire l'alignement des gènes qu'on a identifiés contre nos isolats, quand on a donc fait l'alignement de ces gènes sur les 3 génomes des SK2028 et de ses deux parents, effectivement, nous avions trouvé que ce gène XA1 avec les 2 nouveaux caractéristiques, les nouvelles caractéristiques, que c'était ce gène qui était également localisé sur le chromosome 4 de SK2028. Une question qui nous est revenue, c'est quoi? C'est que vous avez utilisé 1000 échantillons selon l'étude que nous avons lue, 1000 échantillons. Est-ce que, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces 1000 échantillons? Et puis, est-ce que vous pensez que ce chiffre-là est suffisant pour affirmer que vous avez identifié la meilleure variété, sachant qu'il pourrait exister d'autres variétés de riz que vous n'avez pas peut-être prises en compte? En fait, 1000 échantillons, ça veut dire tout simplement, dans chaque échantillon, vous avez des centaines de feuilles, quoi. En réalité, Des centaines de quoi? Des centaines de feuilles de riz. Donc, sur lesquelles nous avions isolé les bactéries responsables de la maladie, le fleurisme bactérien. En réalité, nous, notre collection est la plus importante en Afrique ici. Oui, la question, mais c'est est-ce que vous avez quand même suffisamment pris toutes les variétés pour affirmer que vous avez trouvé le gène qui résiste le plus à la maladie, en fait? Toutes les variétés, non, pas toutes les variétés, mais on veut dire tout simplement que toutes les variétés cultivées sur le terrain, sur lesquelles nous avions observé la maladie, nous avions collecté des échantillons sur toutes ces variétés-là. Et effectivement, la quasi-totalité des variétés qui sont cultivées, la majeure partie, la quasi-totalité est sensible à la maladie. Donc, du coup, les isolats, voire les bactéries qu'on a isolées, c'est un nombre assez important. Et puis, la façon dont également nous avions collecté les échantillons, cette approche est assez efficace pour dire que effectivement nos isolats de la collection ici seraient représentatifs de la population malienne de Xanthomonas oryzae qui évolue dans nos parcelles de production. En quoi est-ce que cette découverte peut-elle être bénéfique pour nos agriculteurs du Mali? Bénéfique, déjà, je vous dis que nous avions déjà identifié une variété malienne sélectionnée au Mali. En réalité, la variété avait été sélectionnée à partir de Giganté et de Cogoni dans le cadre de la lutte contre la virose. Et effectivement, quand on a trouvé également dans cette même variété la source de résistance contre, nos isolats de Xanthomonas oryzae, nous avions également trouvé que les 2 sources, la source contre les viroses et la source contre les bactéries, étaient différentes. Maintenant, sachant que cette même variété est cultivée, puisque c'est une variété de cycle court, actif, est utilisée déjà dans la zone ophidigère. C'est quelle variété? La variété SK2028 est déjà utilisée pendant la période de contre-saison. Il s'agit de transférer cette source de résistance maintenant aux autres variétés élites déjà adoptées par nos paysans. Et sachant que ces variétés sont adaptées à notre environnement et adoptées par les paysans, le transfert de la résistance à ces variétés ne peut être que bénéfique pour les paysans parce que ça va limiter de façon drastique les pertes occasionnées par ces maladies et augmenter la production du riz au niveau national. Et si ça peut prendre combien de temps en fait? Aujourd'hui, avec la sélection assistée avec les marqueurs moléculaires, en 1 année 2, le transfert est déjà effectif. Sur toutes les variétés, et ça peut être disponible au niveau des agriculteurs. Et en général, puisque nous sommes des acteurs de la fonction publique et toutes nos recherches, tous nos résultats de recherche seront à la disposition de nos paysans. Pour cette équité, pourriez-vous nous dire qui a financé en fait vos travaux? Ces travaux ont été financés d'abord par l'État malien, sachant que c'est l'État malien qui nous paye en général. Déjà, ça c'est on ne peut que remercier l'État malien déjà pour assurer les salaires des fonctionnaires et autres. Au-delà, c'est une partie de ma thèse qui a été financée par le programme de formation des formateurs, encore de plus un programme financé par l'État malien, mais également il y a la bourse BES qui a fortement contribué via la prise en charge de la mobilité entre Bamako et
et Montpellier. Il y a également une partie, surtout, comment dirais-je, le séquençage des génomes, qui a été financé par, non seulement par une partie de l'argent du gouvernement du Mali, mais également par la bourse qui m'a été accordée par la Fédération internationale des sciences, le FIS. Et on élève tout ce montant-là à combien? L'État malien tourne, pour la contribution de la part de l'État malien, tourne autour de 7 millions, sans compter nos salaires. Et la bourse, comment dirais-je, FIS, tournait également autour de 7. Maintenant, comment dirais-je, la bourse baisse, ça c'était surtout pour la mobilité. Mais au-delà, pour parler toujours de la recherche sur le riz, nous avions aujourd'hui un très grand programme de recherche financé par l'IRD de Montpellier, un programme du département des Affaires étrangères. L'IRD, c'est un service du ministère des Affaires étrangères de Paris et non de la recherche, tout court. Donc le LMI, je pense que tu as déjà entendu parler du laboratoire mixte international. Dans le LMI également, nous travaillons sur le riz. D'ailleurs, pour faire la validation de cette source de résistance qu'on a identifiée dans SK2028 en milieu réel, dans les bas-fonds rizicoles de Kita, c'est sur financement du LMI qu'on a fait la validation fonctionnelle de ces gènes en milieu réel contre les populations des Antomonas oryzées de ces contrées. Pour ça, on évalue autour de plus de 14 millions ces travaux-là. 14 millions de francs CFA, plus que ça même. Mais vous avez dit, que vous avez prélevé des échantillons dans des champs, en fait. Est-ce que vous avez également apporté un soutien aux agriculteurs dont vous avez prélevé les échantillons sur les champs? Comme je le dis, tout ce travail, je dis l'ensemble, tout ce travail, c'est pour les paysans. Au final. Oui, mais est-ce que vous les avez soutenus en fait? Vous avez eu de l'argent en fait. Est-ce que vous êtes parti prélever de l'argent? Vous êtes parti prélever des choses dans le champ des gens? Est-ce que vous les avez soutenus? Parce que ce sont des agriculteurs, la maladie a déjà frappé le champ en fait. Et vous partez prélever. Comment est-ce que vous les apportez? De ce point de vue, en général, quand nous venons sur le terrain, dans 80% des cas, on ne trouve même pas les paysans sur le terrain. Ça, c'est un. 2. Quand tu dis apport direct aux paysans, par exemple, quand je te dis dans le cadre du LMI, nous avions mené des essais, nous avions conduit des essais de recherche sur le riz dans la zone de Kita. Là, on installe même des essais dans les parcelles de production. Et là, on prend en charge tout le besoin du paysan, que ce soit notre petite parcelle, mais également le reste. On prend en charge les intrants du paysan. Et quand on vient également en mission, nous débrouillons pour que les paysans aient les mêmes perdem que les chercheurs. Là, quand même, on l'a assuré. Les paysans reçoivent les mêmes perdem. Et en général, les intrants des paysans également, pour cette année de recherche, est carrément pris, voire les intrants sont carrément pris en charge par le programme. Intéressant, professeur. Aujourd'hui, la réalité est que la recherche, l'objectif même de tous ces travaux, est destiné aux paysans, puisque le produit fini, c'est dans les parcelles de production, l'utilisation des gènes de résistance pour contrôler, comment dirais-je, ces différentes maladies qui ont été... Vous l'avez dit, le produit fini, c'est destiné aux paysans. On développe de nouvelles variétés, mais l'inquiétude, c'est que on n'a pas de garantie. Est-ce que vous avez la garantie que lorsqu'on va transférer ce gène-là à d'autres variétés du riz, est-ce que ça ne va pas créer encore d'autres maladies qui seront encore plus résistantes même à ces nouvelles variétés qui seront mises en œuvre? Excellente question. En réalité, l'utilisation des variétés résistantes, voire des gènes de résistance, devrait être fait en fonction de la connaissance de la population de pathogènes sur le terrain. Si tu ne maîtrises pas la population sur le terrain, tu pourrais déployer des gènes de résistance qui vont contrôler de façon partielle la population. Imagine par exemple que nous avions découvert 7 races de XOO sur le terrain. Si jamais on se permettait de déployer sur le terrain un gène, voire une combinaison de gènes qui ne contrôle que les races prédominantes, mais en réalité, on aurait laissé le terrain, pour le champ, donc vite pour un accroissement très rapide, une multiplication très rapide des
comment dirais-je, races qui ne sont pas contrôlées par le gène. Raison pour laquelle, avant tout déploiement de gènes de résistance, vous avez intérêt d'abord à suffisamment étudier le pathogène pour comprendre la structuration même de la population, la diversité de la population, afin que les sources déployées sur le terrain contrôlent l'ensemble des populations connues. Comme ça, si la source déployée, en général, quand c'est un gène, si c'est un seul gène majeur qui est déployé, on estime que cette gène ne dépasse guère 5 à 7 années pour contrôler le pathogène. Mais, tel que nous avions découvert par exemple un pyramide de gènes, de 5 gènes, nous avions, lors des études de validation fonctionnelle de ces gènes, nous avions trouvé que plus les gènes sont en pyramidage, plus les gènes sont efficaces et stables, durables également dans le temps. Donc, si on transférait l'ensemble des 4-5 gènes dans la même variété élite, il serait très très difficile pour les pathogènes sur le terrain de contourner cette résistance-là. Donc, ces pathogènes seront contrôlés pendant encore des décennies sur le terrain, à moins qu'on découvre dans les années à venir une nouvelle race de ces mêmes populations. Sinon, effectivement, tu as raison, le déploiement non contrôlé des sources de résistance pourrait favoriser la création de nouvelles races. Et d'ailleurs, dans la littérature, c'est cette forte pression de sélection naturelle, plus même les programmes d'amélioration de la résistance variétale, et puis les recombinaisons des gènes sur le terrain qui auraient favorisé la multiplication, la naissance de nouvelles races de ces pathogènes-là. Donc, avant tout déploiement de résistance, de gènes de résistance sur le terrain, on étudie d'abord de fond en comble, c'est-à-dire que la structuration, la diversité des pathogènes. Une fois la diversité bien connue, on étudie, on caractérise l'efficacité des gènes de résistance vis-à-vis de ces différentes populations de pathogènes. Merci beaucoup, professeur. Et c'est là que nous allons mettre fin à cette première partie de cette émission intitulée « Les secrets de la recherche ». Est-ce que vous êtes sûr que vous nous avez tout dit sur votre étude? Tout dit, peut-être qu'on a eu le temps d'échanger en 30 minutes, 40 minutes au maximum. On a eu le temps d'échanger sur l'essentiel, je dirais l'essentiel. Et puis en réalité, pour ne pas embrouiller tes auditeurs, on ne peut pas aller dans les détails scientifiques. Sinon, ton auditeur ne va pas nous suivre, quoi. Merci beaucoup, professeur. Alors, très chers les amis, nous passons à la deuxième partie de cette émission qui consiste à piocher parmi des questions, une, deux ou trois questions qui seront répondues bien sûr par notre invité. Voilà, professeur, nous sommes à cette deuxième partie de cette émission. Il s'agit plutôt de choisir parmi ces trois feuilles. Vous allez répondre aux trois questions. Il s'agit de trois questions, mais le choix des questions dépend de vous. Voilà. Donc, sur les trois, je dois choisir un. Voilà, c'est ça. Un, voilà. Et vous le lisez. Ok, donc là, puisque je ne suis pas assez gourmand, je prends ce qui est le plus proche. Hein? Voilà, donc allez-y. Question au choix. Ouais. Comment la recherche scientifique peut-elle collaborer avec les entreprises pour contribuer à la réduction du taux de chômage au Mali? La vérité, normalement, la recherche devrait être toujours en collaboration avec les entreprises privées, les entreprises de développement. Je vous donne juste un cas. Quand vous prenez par exemple la première culture de rente au Mali, le coton, il est géré par le coton donc est géré par une entreprise qu'on a appelée, une société qu'on a appelée la CMDT. Donc normalement, c'est la CMDT qui doit financer la recherche sur le coton. Et c'est d'ailleurs le cas. Je pense qu'ils prennent en charge un programme de sélection de coton pour atteindre les différents objectifs fixés par la société elle-même.
notamment la qualité de la fibre, le rendement à l'hectare du coton fibre. Et des fois même, d'autres sociétés peuvent être associées, notamment des entreprises comme Ucoma, les huileries en général, pour booster la teneur de ces huiles dans les graines de coton. D'accord? Donc la société finance la recherche et la recherche travaille en fonction des objectifs fixés par les entreprises. Normalement, toutes les sociétés de développement doivent évoluer de la sorte. Comment ça peut réduire le taux de chômage? En réalité, plus la recherche produit des résultats, l'entreprise se développe. En se développant, crée de nouveaux emplois. Par exemple, quand vous prenez le cas précis du riz, les chercheurs travaillent spécifiquement pour non seulement améliorer les caractères des variétés, mais également, surtout la productivité et la résistance aux différentes maladies. Plus donc les variétés de riz sont rentables, plus même les banques pourront financer la campagne agricole au niveau paysan. Par exemple, quand vous prenez le cas du coton, en réalité, aucune banque du Mali ne peut financer à elle seule une seule campagne de production de coton au Mali. C'est un groupe de banques européennes, africaines en général, qui s'associent pour financer la campagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, le coton est rentable. On peut donc financer la campagne, puisqu'on est sûr que l'argent injecté dedans serait remboursé. C'est la même chose. Donc le riz également, quand la productivité est aussi importante, le paysan peut s'endetter auprès des banques pour pouvoir produire suffisamment, afin de garantir non seulement le marché local, mais international. Vous avez plus. Et à partir de là, les sociétés peuvent rentrer en jeu pour créer des grands périmètres de production, non seulement du riz, du canne à sucre et autres. Là. Vous êtes beaucoup à présenter sur l'agriculture, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager la jeunesse à aller vers... Puisqu'on parle de l'agriculture, aller vers l'agriculture. Quelle que soit une entreprise, quand une entreprise se veut une entreprise de développement, il veut développer un produit, c'est normal que la dite entreprise travaille en relation avec la recherche, sinon elle serait stationnaire, quoi. Merci beaucoup, professeur. Vous allez piocher la deuxième question. Allez-y. Comment préparez-vous la relève dans votre domaine? Après vous, est-ce que, comme certains, vous avez orienté vos enfants biologiques pour poursuivre votre travail? Ou préférez-vous encadrer des jeunes chercheurs et étudiants? En réalité, ce serait un non-sens que de penser que nous pourrons être remplacés uniquement par nos enfants biologiques. C'est un non-sens en matière de recherche. Déjà, moi j'ai soutenu ma thèse en France, à l'université de Montpellier en 2019. De 2019 à maintenant, j'ai déjà encadré à peu près 5 masters. Et cette année, j'ai à peu près 3 thésards dans mon propre domaine. Pour te dire tout simplement qu'en réalité, tout seul, on n'est rien et on ne fera rien tout seul. Tout seul, en matière de recherche, on n'est rien et on ne fera rien. On ne fera pas grand-chose tout seul. Il faut toujours évoluer en équipe. C'est l'équipe qui peut promouvoir, qui peut avancer. Dans votre équipe, vous mettez vos enfants biologiques où? Non, les enfants biologiques, en ce qui me concerne, mes enfants biologiques ont leur propre destinée. Je ne peux pas exiger à un enfant le domaine de son choix. Non, le choix est individuel. Tu ne peux pas imposer ton choix aux autres. Mon devoir, c'est de m'assurer qu'effectivement, ils travaillent correctement à l'école, qu'effectivement, ils auront tous le bac, qu'effectivement, ils vont tous évoluer à l'université par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'effectivement, ils seraient des enfants responsables dans la cité. Maintenant, le choix du domaine n'incombe qu'à eux.
Merci beaucoup, professeur. Nous allons aller à la dernière question. C'est la dernière question. Y a-t-il un chercheur en particulier qui a joué un rôle clé dans votre parcours scientifique en vous encadrant ou en vous soutenant dans votre carrière? Là, vous ne trouverez pas un seul chercheur. On veut connaître Un seul chercheur qui n'aurait pas une personne ressource, une personne clé dans sa carrière. Parce que la recherche même, il faut avoir... la clé même de la recherche, c'est d'avoir un mentor. Celui qui n'a pas de mentor évoluera difficilement. Je dis mentor parce que je sais que, personnellement, pour déjà évoluer dans le domaine de la recherche, et c'est l'occasion de remercier beaucoup le professeur Koïta Ousmane. Ousmane Koïta. Exactement, responsable du laboratoire de biologie moléculaire appliquée dans lequel nous sommes en train de tenir cette émission-là. C'est lui qui a initié la création de l'unité de biotechnologie végétale et c'est lui qui nous a accepté dans cette unité afin qu'on puisse l'aider à progresser, à faire avancer la recherche dans le domaine agricole. Professeur Tekete. Le remercier serait un impératif. Oui. Ce que vous allez faire, vous allez regarder la caméra et vous allez adresser des mots de remerciement à votre mentor. Comme je le disais, c'est l'occasion donc de remercier. Oui, professeur, c'est l'occasion pour moi de vous remercier de tout ce que vous avez fait, non seulement pour moi, mais de tout ce que vous avez fait pour la jeunesse malienne en matière de recherche, d'encadrement de recherche, voire de sujet de thèse, surtout ici au LBMA, de tout ce que vous avez envoyé en Europe, aux États-Unis et ailleurs pour leur spécialisation. Encore merci et surtout pour nous avoir accepté et soutenu nos activités de recherche pour booster, comment dirais-je, le niveau de recherche ici au Mali. Merci. Merci beaucoup, professeur Tekete. Merci d'avoir répondu à ces questions. J'espère qu'on ne vous a pas tellement secoué. Pas tellement. Mais en plus du professeur Koïta, c'est également l'occasion de remercier ma directrice de thèse, notamment Dr Valérie Verdier, l'actuelle PDG de l'IRD. En réalité, d'ailleurs, je vous le disais en tout début de l'émission que sans elle, probablement on n'aurait pas travaillé dans le domaine de l'interaction entre le riz et ces pathogènes qu'on a appelés les Entomonas oryzo-oryzés. Donc, c'est l'occasion de remercier chaleureusement également cette dernière qui n'a ménagé aucun effort pour faire la promotion des jeunes de cette unité de biotechnologie. Donc, merci à Dr Valérie. Et je ne peux également terminer de remercier sans penser au professeur Bretedo. Depuis la fin de mon cycle d'ingénieur agronome de conception, c'est lui le premier qui m'a pris la main et initié à la recherche. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, merci beaucoup à tous ces mentors qui nous ont permis aujourd'hui de rencontrer le professeur Tekete sur cette thématique liée à la culture du riz, la maladie appelée le flétrissement bactérien du riz. Et le professeur Tekete a trouvé un gène qui permet aujourd'hui de lutter contre cette maladie. Et selon lui, le transfert de ce gène-là à d'autres variétés de riz peut permettre de limiter l'évolution de cette maladie et favoriser une bonne culture, une bonne croissance de la culture de riz au Mali. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à rester connecté à tous nos canaux de publication. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission, dans un prochain numéro de l'émission Les secrets de la recherche. À très bientôt.